Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos programmes en langue française commencent maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté par Yara Choucha et moi-même, Ashraf Massoud. Bonsoir Yara. Bonsoir Ashraf, bonsoir tout le monde. Et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec le Premier ministre et le ministre des Waqf pour discuter du plan de travail du ministère des Waqf. 27 Palestiniens tués, 149 autres blessés par les attaques de l'armée de l'occupation israélienne au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Et les enquêteurs demandent à la justice d'émettre un mandat d'arrêt visant le président déchu sud-coréen pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Et nous commençons notre journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre des Waqf Oussama El-Azhari pour discuter du plan de travail du ministère des Waqf sur un nombre d'axes. Le président a ordonné au cours de la réunion de poursuivre les efforts visant à améliorer les conditions des imams et des prédicateurs et de poursuivre leur programme de formation et de qualification sur les plans scientifiques et culturels conformément au système et aux méthodes les plus récents. Le chef de l'État a également dirigé une étude approfondie de l'initiative de retour de Katatib, de la faisabilité de sa mise en œuvre et de l'étendue de son impact sur l'éducation des générations. Pour sa part, le ministre des Waqf a passé en revue les efforts en cours pour former et qualifier les imams, ainsi que le processus de promotion d'une bonne conscience religieuse et les efforts pour renouveler et développer le discours religieux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rendu hommage à l'ancien président américain Jimmy Carter et à son engagement pour la paix. Le 39e président des États-Unis et le lauréat du prix Nobel de la paix, l'infatigable défenseur de la paix, Jimmy Carter, est décédé hier à l'âge de 100 ans. Le président el-Sisi a salué le rôle important pour la paix entre l'Égypte et Israël de l'ancien président américain Jimmy Carter, artisan des accords de Camp David de 1978, prélude au premier traité entre Israël et un nombre de pays arabes. Dans un message sur le réseau social X, le chef de l'État égyptien a écrit que son rôle important dans la réalisation de l'accord entre l'Égypte et Israël restera gravé dans l'histoire et son œuvre humanitaire incarne un principe élevé d'amour, de paix et de fraternité. L'ex-président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter est mort hier à l'âge de 100 ans dans sa ville natale de Géorgie, dans le sud-est des États-Unis, provoquant une pluie d'hommages de ses successeurs à la Maison-Blanche et dans le monde. Le président sortant Joe Biden a décrété une journée de deuil national le 9 janvier en l'honneur du démocrate, saluant par de nombreux dirigeants étrangers pour son engagement en faveur de la paix et des droits humains, bien au-delà de son unique mandat. La fondation Carter Center a annoncé dans un communiqué que Jimmy Carter, 39e président des États-Unis et lauréat du prix Nobel de la paix en 2002, est décédé paisiblement dimanche 29 décembre à son domicile de Plains, en Géorgie, entouré de sa famille. Tous les anciens présidents américains qui lui ont succédé se sont empressés de saluer la longue existence de celui que rien ne destinait à être président et qui était l'ancien locataire de la Maison-Blanche le plus âgé. Le démocrate et 46e président sortant, Joe Biden, a annoncé la tenue de funérailles nationales dans la capitale fédérale Washington, sans en préciser la date, pour l'architecte des accords de Camp David qui ont abouti au premier traité de paix entre Israël et l'Égypte. Le milliardaire républicain Donald Trump, qui fera son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, a fait part de son plus grand respect pour Jimmy Carter, qui a travaillé dur pour que l'Amérique soit meilleure. Il fut un homme remarquable, selon le démocrate Barack Obama, et a œuvré sans relâche pour un monde meilleur et plus juste, et renchérit le démocrate Bill Clinton. Ce qu'il a accompli inspirera des générations d'Américains, a salué le républicain George W. Bush.
Passons aux territoires. L'armée de l'occupation israélienne a envahi les maisons des Palestiniens dans la ville d'Azoun, au nord de la Cisjordanie. Des sources locales palestiniennes ont également rapporté que les forces d'occupation ont pris d'assaut la ville d'Adna, à l'ouest d'Hébron, au sud de la Cisjordanie. Les forces de l'occupation israélienne ont pénétré dans la ville de Quneitra, ont encerclé les bâtiments gouvernementaux de la ville et ont évacué la ville. Israël a lancé un raid sur une installation municipale à Adra dans la campagne de Damas, faisant état d'un nombre de morts. Et on passe en Syrie, où le dirigeant de la nouvelle administration, Ahmad Shara, s'entretient avec une délégation ukrainienne de haut rang dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, selon Sana. Ahmad Shara a salué les intérêts stratégiques profonds entre la Syrie et la Russie lors d'une interview durant laquelle il a souligné son souhait de préserver cette relation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays avait envoyé à Damas son premier chargement d'aide alimentaire de 500 tonnes de farine de blé. Les ministres français des Armées, Sébastien Lecornu, et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rendront au Liban pour rencontrer notamment les militaires français. Le président croate sortant, Zoran Milanović, a manqué de peu de gagner l'élection présidentielle dès le premier tour en remportant environ 49% des voix. Milanović devra affronter dans 2 semaines le candidat des conservateurs au pouvoir, Dragan Primorac. Les détails dans ce compte-rendu. Un sondage sorti des urnes avait donné dans un premier temps le président croate sortant, Zoran Milanović, vainqueur dès le premier tour, le créditant de 51,5% des voix. Mais quelques heures plus tard, les résultats quasiment définitifs publiés par la commission électorale l'ont infirmé, même si son score élevé reste une surprise. Milanović, dont la candidature a été soutenue par le Parti social-démocrate, a remporté 49,1% des voix contre 19,35% pour son rival Dragan Primorac. Or, le dernier sondage datant du vendredi le créditait de 37,5% des intentions de vote au premier tour. Ancien dirigeant du SDP, le Premier ministre Milanović est un homme politique au verbe tranchant qui est passé de la promesse d'une Croatie progressiste, moderne et ouverte au début de son mandat actuel à une rhétorique populiste. Milanović et Primorac sont suivis par 2 femmes, Marija Selak-Raspudic et Ivana Kikim, qui ont remporté chacune environ 9% des voix. Les Croates ont voté dimanche entre Noël et Nouvel An, nettement moins nombreux que législatives en avril. La participation a été de 46% contre 62% aux législatives. Plus de 51% des électeurs avaient voté au premier tour de la présidentielle en 2019. En Croatie, le président est le chef des armées et le représentant sur la scène internationale du pays. S'il a peu de pouvoir, il est vu par les Croates comme garant de l'équilibre des pouvoirs. Le scrutin se déroule avec en toile de fond une inflation importante, une corruption généralisée et une pénurie de main-d'œuvre. L'étau se resserre sur le président déchu sud-coréen. Les enquêteurs ont demandé aujourd'hui à la justice d'émettre un mandat d'arrêt visant Yoon Suk-yeol pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Une mesure sans précédent dans le pays en proie à une grave crise politique. Au lendemain d'un 3e refus de M. Yoon de se présenter à un interrogatoire, les services d'enquête ont déposé leur demande auprès d'un tribunal de Séoul. Jamais depuis la fin de la dictature militaire en 1987, les forces de l'ordre sud-coréennes n'avaient tenté d'arrêter un chef de l'État en exercice. Destitué par le Parlement le 14 décembre, M. Yoon reste formellement en poste, même s'il est actuellement suspendu en attendant que la Cour constitutionnelle le valide ou non la décision des députés et à interdiction de quitter le pays.
Les drapeaux sont en berne aujourd'hui en Corée du Sud pour honorer la mémoire des 179 personnes tuées dans le pire accident d'avion jamais survenu sur son sol, une enquête étant en cours pour déterminer la cause du drame. Ce Boeing 737-800 de la compagnie low cost sud-coréenne Daewoo Air en provenance de Bangkok transportait 175 voyageurs et 6 membres d'équipage. Tous ces passagers ont été tués selon le bilan définitif des secours, à l'exception d'une hôtesse et d'un steward. L'identité de 141 des 179 morts ont été confirmées jusque-là, selon le ministère des Territoires citant les enquêteurs aujourd'hui. Le pays a décrété un deuil national de 7 jours, alors que le président intérimaire Choi Sang-mok se rend sur les lieux de la tragédie pour une cérémonie de commémoration. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes avec une nouvelle édition au cœur de l'actualité. À tout de suite.